Merci beaucoup. Salam alaikum. Un grand merci pour votre accueil. Et je vois que c'est le premier congrès en fait de ce type. Et donc je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Très très sympa. Merci effectivement à l'équipe Novo Nordisk d'avoir pu permettre cette rencontre. Et merci à eux vraiment pour cette rencontre. J'ai eu l'occasion de parler hier à Casa et je suis à nouveau très impressionné par toutes ces femmes savantes qui sont là dans l'Assemblée en très large majorité. Et donc, c'est toujours un plaisir et une fierté de discuter avec vous. Donc, mon nom est Jean-Christophe Philippe, je suis clinicien, diabétologue au CHU de Liège en Belgique. Vous connaissez probablement mon ancien chef de service André Chêne, qui a également beaucoup sillonné le Maroc et le Maghreb au sens large. Et donc, effectivement, mon souhait est d'avoir des interactions à travers 2 cas pratiques avec vous sur des décisions, parce que la diabétologie n'est pas promue à des choix tout blanc ou tout noir. On peut quasiment tout envisager et tout justifier lorsqu'on va modifier un traitement, je pense. Et l'idée d'en discuter avec vous ici à travers des vraies histoires. Alors, j'ai l'habitude de dire aussi que quelqu'un qui n'a pas de conflit d'intérêt n'a peut-être quelqu'un sans intérêt, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne participe pas activement à la recherche et des choses comme ça, en tout cas au niveau universitaire. Donc, je suis très fier de collaborer avec différentes sociétés. J'ai aucun problème avec ça. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec notre patiente Sophia. Sophia est jeune, elle a 57 ans. Elle est diabétique de type 2 depuis 5 ans. Sa dernière valeur au laboratoire d'hémoglobine glyquée est à 8,5. Sa GFR est à 50. Elle a une hypertension à 16,9 au moment de la visite et ça a été contrôlé à diverses reprises également par le médecin généraliste. L'indice de masse corporelle 31, classique malheureusement pour une bonne majorité des personnes diabétiques de type 2. Elle est déjà traitée puisqu'elle est diabétique depuis 5 ans, donc les médecins qui s'occupent d'elle ne sont pas inactifs, loin de là. Vous voyez qu'elle a 2 metformine 850, du glyclaside MR 60 une fois et de la sitagliptine 100 mg une fois. Alors ma première question est, si vous voyez cette patiente, non pas demain, parce que j'espère que vous vous amuserez et que vous serez encore en train d'apprendre plein de choses entre vous demain au congrès, mais imaginons que lorsque vous allez reprendre votre activité professionnelle, vous êtes en face de Sophia avec ce bilan que je viens de vous décrire, à la fois partiellement biologique, partiellement clinique et partiellement anamnestique. Quels sont les bilans complémentaires que vous proposeriez, qui vous intéresseraient? Quelles sont les choses qui vous manquent? L'albumine, ok, très bien. Ok. Le fond d'œil? Oui, ok. Bon, je disais qu'il y a plein de femmes savantes, c'est vrai. Donc effectivement, il nous manque des choses importantes, dont, et vous l'avez cité très vite, cette albumine. Et donc je vous rappelle qu'on parle maintenant surtout du rapport albumine par gramme de créatinine, donc coché sur le spot urinaire la créate, la protéinurie et l'albumine, puisque ça permet en fait de, de, de moins avoir ce problème de dilution potentielle lorsqu'on va rapporter cela à la créatinine. Donc l'UACR en anglais et le RAC en français. Fond d'œil, je suis tout à fait d'accord, il faudrait quand même savoir après 5 ans, 8,5 de glyquée, où en est-on? Fond d'œil aussi, attention que si on améliore très vite cette hémoglobine glyquée à 8,5, s'assurer qu'il n'y a pas de rétinopathie diabétique proliférative, qu'on pourrait faire flamber, comme vous savez. Check-up cardiologique, ça me paraît extrêmement important. Et puis effectivement, une évaluation des différents facteurs de risque cardiovasculaire, tabac, hygiène de vie et un bilan lipidique également qui semble plus qu'utile dans ce cas. Alors voilà les résultats. Son rapport albumine par créatinine est pathologique. On est dans ce qu'on appelait avant la microalbuminurie, donc entre le normal, mais on n'est pas encore à un stade de macroprotéinurie. Elle a une rétinopathie diabétique, mais encore modérée, débutante. Au niveau cardio, le test d'effort et l'échographie n'indiquent rien de particulier. Et le reste du bilan met en évidence un cholestérol LDL à 120.
Et donc, je rappelle, elle est en prévention cardiovasculaire primaire. Alors, on doit, pour la protéger, comme vous le savez, sortir de cette seule valeur d'hémoglobine glyquée et s'attaquer clairement, oui, au contrôle glycémique, mais au poids, à la pression artérielle, aux lipides, et si on est en prévention cardiovasculaire secondaire, à l'inhibition plaquettaire. Juste quelques chiffres que je vous rappelle ici de l'étude STENO2, cette étude danoise qui a montré que lorsqu'on traite de manière intensive ces différents facteurs de risque, eh bien vous voyez que la survie est prolongée de 8 ans, que le premier événement cardiovasculaire est retardé de 8 ans et qu'on réduit les complications microvasculaires lorsqu'on a pris de front l'hypertension, la dyslipémie et le contrôle du diabète. Alors, quel serait chez Sophia votre objectif d'hémoglobine glyquée? Qu'est-ce que vous évoqueriez peut-être avec la patiente ou au moins dans votre dossier en disant, voilà, elle est à 8,5, vous avez son profil? 7? 7, ok. Au niveau lipidique, quel serait votre objectif et sur quel dosage? Le LDL à combien? 0,7? Ah ouais. Donc 0,1, c'est le minimum. 0,7, c'est bien. Et même ici, au niveau lipides, une diabétique avec atteinte d'organes au niveau rénal et ophtalmo, normalement, on devrait même être en dessous de 55 de LDL. On est à 120, donc il va avoir du boulot. Tant que j'y suis, vous feriez quoi au niveau lipides pour essayer d'atteindre, allez, disons 70? Vous feriez quoi au niveau traitement? Laquelle? Atorva? Atorva Rosuva? Tout seul ou pas? Oui, monsieur. Ah, je dois dessiner. Ok, c'est gentil, merci, monsieur. Je vais manquer de temps pour dessiner, parce qu'on a 3/4 d'heure dans les dents, là. Un peu élevé, à 200, 220, un truc comme ça. Mais bon, la priorité est le cholestérol LDL. Donc une statine puissante, Rosuva, Atorva, on est d'accord, probablement au moins la dose de 20, et idéalement ne pas tarder probablement à ajouter aussi les étimibes. Ok? Au niveau tensionnel, oui madame. Très bien, et vous allez faire ça comment? Très bien. Oui, ok, ok. Le FIP4 là, hein, pratique au niveau bio, ok. Ça changerait quoi dans votre prise en charge? Donc dans le bilan, vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose, une pierre en plus. Est-ce que ça changerait votre intervention thérapeutique? Ça vous orienterait plus vers une certaine famille que d'autres ou pas spécialement? Oui? Ok. On n'a pas précisé le taux de triglycérides pour Non. voir s'il est en hypertriglycéridémie. En dyslipidémie mixte, on 220 de trigly environ. 220, c'est élevé. Oui. Oui, il est Mais quand on élevé. a un BMI à 31, Donc, 32, on doit statuer le statut cardiovasculaire oui, avant pour très bien, proposer un objectif thérapeutique. très bien. Ok. Allez, let's go. Donc on est d'accord, on est en prévention cardiovasculaire primaire, donc il faut garder en tête cette prévention cardiovasculaire. Il faut prévenir la détérioration éventuelle au niveau rénal et les hypertendus diabétiques. Les objectifs, 13,8 de PA, moins de 6,5 voire 7. Moi je suis assez d'accord avec vous avec 7. Et cholestérol LDL en fait à 55. Si on se réfère aux objectifs par rapport à ces facteurs de risque, comme je viens de vous dire, on doit être en dessous de 55. Et donc 55, sans une statine puissante associée à l'ésétimib, on peut se brosser, on n'y arrivera pas. Hein. Ok. Alors, on arrive à ce qui est quand même le plus excitant, le plus amusant, le diabète. Ok. Voilà, je vous rappelle son traitement ici. Elle est à 8,5 d'hémoglobine glyquée, vous avez sa GFR, on a discuté. Quelle est l'étape suivante selon vous? Quelle serait la famille médicament ou le médicament le plus adéquat pour vous? Protection cardiovasculaire, même si elle est en prévention primaire? Oui, très bien. Donc les deux récentes classes, inhibiteurs SGLT2,
OK. Personne Oui, mais pourquoi? Parce que vous penseriez peut-être à l'insuline, alors, dans ce cas-là? Oui, OK. Ben, en fait, on peut regarder ensemble. Est-ce que majorer les antidiabétiques oraux, on n'est pas encore au max, notamment en termes de glyclaside, mais si on vise le 7, on est d'accord qu'on va pas y arriver, hein? Non, on est d'accord, OK. Est-ce que les inhibiteurs SGLT2, quels seraient plutôt les éléments en faveur pour mettre microalbe, OK. L'obésité, oui, on va espérer perdre un peu de poids. Hypertension, ça va diminuer un peu aussi, très bien. OK, bon. Est-ce que néanmoins, si vous mettez une DAPA ou Jardiance, pour sauter, allez, Jardiance et Forxiga, on va les citer tous les deux, est-ce qu'on a bon espoir par rapport à la glyquée? Peu de chance hein, d'arriver de 8,5 à 7. Donc il faudra penser à autre chose aussi. Sur le plan cardio-rénal, vous avez raison. Poids aussi. Maintenant, au niveau glyqué, je doute que ce soit suffisant, mais OK. Donc analogue GLP1, qu'est-ce qui est en faveur et en défaveur? L'obésité, 31, oui. La glyquée, là on a une chance correcte de se rapprocher des 7. Quel serait l'inconvénient, un analogue GLP1? Oui. Ici, vous avez votre fond d'œil, donc vous êtes quand même à l'aise, vous n'êtes pas à 12% non plus, donc ça ne me ferait pas peur. Et comme vous savez, ce n'est pas lié à la molécule non plus, c'est vraiment lié à la baisse de glyquée. Donc ici, avec un fond d'œil comme ça, mais c'est très bien d'y penser. OK. L'insuline, bah oui, c'est pas non plus une erreur de mettre cette patiente sous insuline. Maintenant, le poids, les hypos, OK. Allez, intéressant. Juste pour vous dire qu'en Belgique, en fait, on a eu le Victoza, donc le liraglutide, en 2010. Et assez vite, on s'est intéressé, vous connaissez probablement Martin Buyscart, qui vient régulièrement aussi au Maroc, aux données de vraie vie, un an après l'arrivée du Victoza en Belgique. Et pourquoi on s'est intéressé à ça? Parce qu'en Belgique, les patients avaient un remboursement complet, mais après un an, il fallait prouver que l'hémoglobine glyquée était en dessous de 7 ou qu'on avait une diminution de l'hémoglobine glyquée d'au moins 1%. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, on va un peu regarder, après un an, où on en est. Donc, on a regardé chez des patients qui étaient déjà traités par metformine et sulfamidé ou pioglitazone. Regardez les chiffres quand même, en termes d'hémoglobine glyquée, sympa, de 9,1 à 7,5, diminution de l'indice de masse corporelle. Au niveau de la dose, on peut en discuter après, 2/3 des patients étaient avec A2, un tiers était passé à 1,8, effet secondaire classique, dont les nausées essentiellement. Et on voyait quand même que 2 patients sur 3 atteignaient nos critères belges pour poursuivre un remboursement complet un an après l'introduction de la molécule. Donc quand même des données de vraie vie qui sont intéressantes, surtout quand ça parle de nos patients que nous soignons dans nos cliniques. Alors, un des problèmes, et j'ai cru comprendre avec les ateliers qu'on va aller parler pas mal de l'inertie thérapeutique, eh bien, c'est que on a ici, je pense, avec les GLP1, vraiment une aide majeure pour nous aider à ne pas retarder et à éviter ce problème propre aux médecins, hein, souvent de l'inertie thérapeutique, puisqu'on peut mettre des GLP1 très tôt et au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'évolution et dans la gradation thérapeutique du diabète de type 2, on peut, comme vous savez, mettre des GLP1 où on le veut, et même les cardiologues, dans leurs recommandations européennes, disent peu importe finalement l'équilibre du diabète, peu importe le traitement préalable, vous devez commencer par un GLP1 dans certaines conditions dont on va reparler. OK. Deuxième cas, avec vous, voici Amir, il est un peu plus âgé, il a 69 ans, il est diabétique depuis un peu plus longtemps, il est mieux équilibré, il est à 7,5, il a une GFR ABC à 40, hypertension moindre mais quand même, un peu moins fort que Sophia, mais un indice de masse corporelle malgré tout à 28. Par contre, ce qui est différent chez Amir ici par rapport à Sophia, c'est qu'il a bénéficié de la mise en place de 2 stents au niveau coronarien il y a quelques années. Et il présente également une artériopathie au niveau des membres inférieurs. Il a eu la bonne idée d'arrêter de fumer il y a 2 ans. Voici son traitement. Il est sous metformine, glyclaside et insuline.
Le reste du traitement classique pour quelqu'un, évidemment, qui a des stents, aspirine, IEC, bêta-bloquant et cette association rosuva-ezetimibe. Et donc, si on plonge ici dans son diabète avec une glycée à 7,5, est-ce que 7,5, c'est quelque chose qui vous fait peur? Vous vous dites s'il faut quand même la baisser ou pas plus que ça? Allez, un peu moins, mais pas trop quand même. Ok. Donc, c'est peut-être pas la priorité, mais on est un peu au-delà de ce qu'on voudrait. C'est juste? Ok. Est-ce que majorer les ADO... Pardon? Vous voulez quoi? Vous les arrêtez? Oui, il a 40, avec 2 metformine, si c'est... Donc, je n'essayerai peut-être pas 2 d'un coup, mais s'il est... Oui, c'est vrai? Vous l'arrêtez les ADO, vous? Ouais. Glyclaside, metformine. Alors, metformine, je ne passerai pas à 3. Glyclaside, sans problème, on peut passer à 2. C'est une des manières d'arriver, je pense peut-être, en termes de glyquée. Néanmoins, il y a d'autres discussions, évidemment, chez lui. Est-ce que majorer la dose d'insuline ou mettre des injections supplémentaires? Non. Il faut baisser l'insuline. Pourquoi vous les baissez? Il y a une résistance, oui. D'accord. Cardiovasculaire. OK. Autant j'aurais tendance à pas l'augmenter, autant la baisser à 7,5, mais ça dépend de ce qu'on va mettre avec. Est-ce qu'un inhibiteur SGLT2 serait intéressant chez lui? C'est vrai? Alors, attention. L'artériopathie, ok, vous savez qu'avec la canagliflozine, mais les autres ont plutôt montré patte blanche. Et l'évolution montre quand même que cette artériopathie, qui serait potentiellement aggravée avec cette notion d'amputation plus fréquente, est quand même très très remise en cause. Donc moi, j'ai pas trop tendance à y croire, mais ok, c'est une bonne réflexion. La GFR à 40 n'est pas... Alors si on veut abaisser l'hémoglobine glyquée, c'est un critère de choix, parce qu'évidemment, moins votre GFR sera élevé, moins vous allez avoir la chance d'obtenir votre glyquée dans le bon sens. Mais néanmoins, je vous rappelle qu'on donne ces inhibiteurs GLT2 chez des personnes non diabétiques qui ont une GFR très basse pour les protéger quand même au niveau cardio-rénal également. Donc, je ne suis pas sûr qu'un inhibiteur GLT2 serait un mauvais point chez lui. Mais en tout cas, ce n'est pas sa GFR qui doit vous freiner si vous visez la protection cardio-rénale et pas seulement, entre guillemets, l'objectif de réduire la glyquée. Est-ce qu'un analogue du GLP-1 serait intéressant? Oui, madame, avant. La fonction quoi? La fonction du ventricule gauche, c'est un patient qui a déjà bénéficié de 2 stents. Oui. Donc, on ne sait pas s'il est en dysfonction VG ou pas. Oui. Il faut Et dans votre traitement, alors, oui, par bien rapport sûr, à s'il est en l'inhibiteur insuffisance GLT2? cardiaque, on doit privilégier l'inhibiteur Très bien. de Okay. GLT2. Oui. Donc, la pro-BNP sera souhaitable. Très bien, ok. Très bien. Vous faites de belles choses, madame, hein, les échos, les trucs du foie. Vous avez raison, c'est bien. Analogue GLP-1, beaucoup de personnes ont dit oui. Pourquoi? Oui, il est vraiment en prévention secondaire. Il a quand même du surpoids. Il n'est pas encore parfaitement bien équilibré. Je suis assez d'accord avec vous. C'est plutôt un bon candidat. Alors, vous allez pouvoir lever la main, mais seulement 2 fois. Parce que sinon, on peut lever 4 fois la main. Et donc, je voudrais savoir, dans votre tête, si on parle du liraglutide, de ce Victoza, cet analogue GLP-1, on pourrait dire les analogues GLP-1 en général, est-ce que c'est plutôt dans votre tête pour des patients diabétiques mal équilibrés sous metformine, plutôt des diabétiques de type 2 avec un IMC élevé, type 2 avec haut risque cardiovasculaire, type 2 avec maladie cardiovasculaire athéromateuse, donc comme Amir. Donc vous pouvez lever la main 2 fois. Qui lève la main pour la première? Non, on s'en fout de la glyquée, ok. Type 2 avec IMC élevé, ok. L'impact sur le poids.
Haut risque cardiovasculaire. On fait la différence, on va dire, entre haut risque et maladie avérée. Et le 4, avéré. OK. Donc 1, le poids, 2, athéromateuse, 3, le haut risque, et 4, la pauvre hémoglobine glyquée qu'on oublie. Mais je pense que vous avez raison. Alors, LEADER, vous savez, cette étude, qui a été une des premières grandes études cardiovasculaires pour montrer patte blanche avec toutes les nouvelles molécules dans le diabète de type 2. Je vous rappelle simplement quelques chiffres de cette étude LEADER. Le primary outcome ici, mortalité cardiovasculaire, infarctus non fatal, AVC non fatal, 13% de réduction. Mortalité cardiovasculaire, 22%. Toute cause mortalité, 15%. Événements microvasculaires, attention quand même dans toutes ces discussions, toutes nos réflexions cardio-rénales qui sont très importantes, de ne pas oublier la microangiopathie. Et on a un peu tendance par le lobbying des firmes qui ont toutes ces nouvelles molécules parfois de se dire que la microangiopathie, c'est pas très important par rapport à la macroangiopathie. Mais bon, c'est quand même ce qu'on voit nos patients en dialyse ou qui les rend aveugles ou qui provoque une neuropathie sévère. Donc 16%, très intéressant. Composite rénal, très intéressant parce qu'on pense toujours plus vite, à raison, au jour d'aujourd'hui, inhibiteur SGLT2 pour la protection rénale, mais n'oubliez pas que des analogues GLP-1 ont démontré et continuent de démontrer, y compris avec les dernières molécules, qu'il y a un impact favorable sur le plan rénal. Et vous voyez déjà ici dans LEADER, et c'est quand même publié en 2016, donc ça fait un petit temps qu'on le sait, 22% de réduction ici de risque par rapport à l'outcome sur le plan rénal. Et puis on l'a dit, l'hémoglobine glyquée et le poids, bien entendu, on sait tous cela. Alors, quelque chose d'intéressant publié le mois dernier dans Diabetes Care, qui est quand même, pour moi en tout cas, la meilleure revue clinique de diabétologie. Vous avez probablement entendu parler de l'étude GREAT, qui est une longue étude indépendante des labos aux États-Unis, où ils vont proposer après la metformine de la glargine, du glimépiride, liraglutide ou sitagliptine, et ils vont s'intéresser au cours des années à un outcome clinique qui est une détérioration de la glycémie ou un gain de poids de plus que 5% ou des hypoglycémies sévères ou récurrentes. Et donc, moins ces événements-là arrivent, moins on a un pourcentage ici. Et vous voyez que dans cette étude, quand même 5000 personnes avec un diabète de moins de 10 ans, le premier qui semble le plus intéressant sur ces 3 outcomes négatifs, numéro 1, vous voyez le liraglutide, en 2, la sitagliptine, 3, la glargine et 4, le glimépiride. Donc, j'aime bien aussi cette étude parce qu'elle est totalement indépendante des labos. Et vous savez que ça vaut parfois de l'or, les études de vraie vie, les études qui sont comme ça sponsorisées par des sociétés scientifiques et non pas pharmaceutiques. Je pense que ça a également pas mal de crédit à mettre. Alors, LEADER a montré la voie, effectivement, et ça a été confirmé, comme vous le savez, avec la plupart des autres analogues GLP-1. Et si on regarde l'impact de ces différents analogues GLP-1 sur des événements importants, tels que ces fameux Major Advanced Cardiovascular Events, la mortalité cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde et les AVC, 17%. Je pense qu'on oublie un peu ce chiffre. 17% d'AVC en moins lorsqu'on poule ces différentes grandes études avec les analogues GLP-1. Donc les AVC, on n'en parle pas encore assez, je pense, mais avec le vieillissement de la population notamment, je crois que c'est quelque chose qui va ressortir fort avec les différentes analyses des analogues GLP-1. Alors, est-ce que vous avez également en tête les recommandations américaines, européennes de prise en charge sur consensus dans le diabète de type 2 lorsque vous voyez vos patients en face de vous? Ceux qui ont ça en tête et qui essayent de l'appliquer, vous pouvez lever la main. Ouais, je me disais, vous ne faites pas confiance aux Américains et aux Européens, vous avez peut-être raison, mais... Et ceux qui n'y prêtent pas trop attention? Allez, pas à 100%. Bien sûr, je comprends tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, je vous les montre quand même parce que vous vous en souvenez.
parce qu'on nous bassine les oreilles avec ça, mais à raison, parce qu'il faut faire du sur-mesure. Et notre patient diabétique qu'on va voir, et on doit essayer de voir est-ce qu'il est effectivement dans une de ces catégories. Vous avez tout ce qui est ici, le cardio-rénal. Est-ce qu'il est athérosclérovasculaire disease? Est-ce qu'il est à très haut risque? Est-ce qu'il a une insuffisance cardiaque, une maladie rénale chronique? Ou au contraire, il n'est pas là, mais c'est surtout en termes de réduction d'hémoglobine glyquée, de glycémie qu'on doit agir? Ou est-ce que finalement, c'est essentiellement le problème du poids à ce stade-ci qui est présent plus que le problème éventuellement cardio-rénal, voire de la glycémie? Je vous rappelle juste, parce qu'on oublie également un peu ça, qu'est-ce que c'est ASCVD? On est au-delà de la prévention cardiovasculaire secondaire. Oui, ce sont ces personnes qui ont déjà eu un infarctus, un AVC ou une chirurgie de revascularisation, mais il y a toutes ces situations compatibles avec une atteinte athérosclérotique. Et donc l'AIT rentre aussi là-dedans, l'hospitalisation pour angor instable, antécédents d'amputation, décompensation cardiaque stade 2 à 4, sténose de plus de 50% de n'importe quelle artère, maladie coronarienne démontrée, symptomatique ou pas, et une GFR en dessous de 60. Donc ASCVD, ce n'est pas juste la personne qui a fait un AVC ou un infarctus. Vous voyez que c'est vraiment des situations où effectivement l'atteinte athérosclérotique ne fait pas vraiment de doute. Alors ces GLP-1, on vient d'en parler, ils ont effectivement une belle place là-dedans, puisqu'ils ont une place importante dans ce qui est ASCVD et haut risque. Dans l'insuffisance cardiaque, pour le moment, ce sont les inhibiteurs SGLT2, mais vous avez probablement vu dans le New England, il y a quelques semaines, une publication sur les données dans l'insuffisance cardiaque avec un analogue du GLP-1. Et donc là aussi, je ne serais pas étonné qu'on mette bientôt SGLT2 ou GLP-1 agoniste. Maladie rénale chronique, premièrement, probablement SGLT2, mais là aussi, je m'attends à ce qu'on les mette sur le même niveau d'ici peu. Et puis, si on doit réduire sensiblement l'hémoglobine glyquée, évidemment, là, on a un impact très important avec les analogues du GLP-1. Et sur le poids, clairement, par rapport aux autres molécules, c'est la famille la plus adéquate pour espérer de perdre du poids de manière significative. Et donc, si on essaye de réduire ici le risque cardiovasculaire de manière optimale, oui, le contrôle glycémique et l'hémoglobine glyquée, ils sont toujours là et c'est très important, mais on ne sera pas très bon si on fait que ça. On doit continuer avec ces conseils hygiéno-diététiques qui nous tuent un petit peu le moral quand même, en fin de journée, lorsqu'on a répété 10 fois la même chose à la même personne et que quelques mois plus tard, ce sera reparti. Mais c'est important. La pression artérielle, les lipides, il faut jouer avec tout ça. Et c'est clair que là, les analogues GLP-1 ont évidemment une place de choix puisqu'ils vont agir au moins sur 4 éléments ici, le poids, la glycémie, la pression artérielle et les lipides indirectement, bien entendu. Donc, notre amie Sophie, elle était ici, donc c'est effectivement une bonne candidate si on regarde les recommandations. Également une bonne candidate par rapport à son 8,5 d'hémoglobine glyquée et par rapport à son indice de masse corporelle. Et notre ami Amir, lui, il est carrément ici en prévention secondaire, donc même chose, et aussi un impact qui n'est pas vraiment ce qu'on cherchait en premier sur l'hémoglobine glyquée qui était meilleur, mais utile également, malgré tout, sur l'hémoglobine glyquée et le poids aussi, mais dans une moindre mesure, entre guillemets, que Sophia. OK, alors, ces GLP-1, j'espère qu'on se reverra, parce que c'est la première fois que je venais à Tanger, je trouvais le peu de la ville que j'ai vu très beau, et on se reverra probablement pour parler à nouveau des GLP-1 un jour, parce que je vous ai parlé des AVC, la maladie rénale chronique, vous allez voir, des données dans les démences, dans l'insuffisance cardiaque, dans l'obésité avec ou sans diabète de type 2, dans l'artériopathie périphérique. Pour vous, ça, madame, pour le foie, la MASLD, cette Metabolic Dysfunction Associated Steatohepatitis, effectivement, il y a des données intéressantes avec les analogues du GLP-1 dans cette maladie qui est en train d'exploser aussi. Et bien entendu, restons quand même un peu amoureux de notre diabète et de cette hémoglobine glyquée qu'on doit souvent améliorer.
Alors mes conclusions sont celles-ci. Je pense que la prise en charge diabète de type 2 en 2024, c'est multirisque. Je crois que vous en êtes toutes et tous convaincus. On doit taper fort sur plusieurs paramètres pour protéger au mieux nos patients. Le sur-mesure est plus vrai que jamais. On vient de discuter à travers 2 cas cliniques. Et j'aime dire que la diabétologie est un art. Vous êtes toutes et tous des artistes. Les autres disciplines rêvent toujours qu'on leur dise, écoutez les amis, dis-moi un peu ce que je dois faire après la metformine, et après la metformine, il y a un tel médicament, qu'est-ce que je dois faire? On a beau expliquer, ça dépend de l'âge, de la fonction rénale, du statut cardio-rénal et tout ce qu'on veut. C'est compliqué pour les autres disciplines, et donc vous êtes tous des artistes. Ces analogues GLP-1 ont une place majeure à l'heure actuelle, et vous avez vu dans le futur qu'on ne va pas arrêter d'en parler à coup sûr. Et dans d'autres pathologies avec ou sans diabète, comme on sait dans l'insuffisance cardiaque et dans la néphropathie autre également que la néphropathie diabétique. Ce fameux liraglutide, il est efficace, il est protecteur au niveau cardiovasculaire et rénal, les études l'ont démontré. Facile d'utilisation, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette injection une fois par jour, nous, on a, eu cette sympathique aide lorsque l'insuline est mise en route après. Parce que le fait de dire faites une injection quotidienne d'un médicament qui n'est pas de l'insuline, qui va vous aider pour le poids, pour améliorer le diabète et ainsi de suite, ça passe, comme on dit, comme une lettre à la poste. Tandis que quand vous dites il faut falloir commencer de l'insuline une fois par jour, ou non, les piqûres, ceci, cela. Les piqûres aussi, les injections. Il y a quelques années, je donnais beaucoup de crédit à ces gens qui me disaient « Oh non, pas une piqûre, ça va être horrible, je ne peux pas, etc. » Puis quand on voit tous ces imbéciles qui ne devraient pas nécessairement prendre des analogues du GLP-1, mais qui se piquent allègrement sans avoir reçu la moindre éducation et qui s'en foutent de faire complètement une injection pour essayer de perdre du poids et parfois un tout petit peu de poids, je pense que ce frein par rapport à l'injection est quand même plus dans nos têtes à nous de médecins que vraiment la plupart des patients. Et donc je trouve que ce Victoza, en tout cas dans ma pratique, il a un peu révolutionné mon discours et il m'a fait gagner des heures et des heures au total lorsque je mettais en route l'insuline par après. L'effet secondaire tout à fait gérable. L'idée, c'est de dire aux patients, quand vous n'avez plus faim, arrêtez de manger. Ça, c'est simple. Et s'ils font ça, les nausées et les vomissements sont quand même rarissimes. Certains sont vraiment intolérants, mais ce n'est pas la majeure partie des gens. Et puis, je termine par vous rappeler que le peuple marocain est toujours aussi accueillant. Et je vous remercie chaleureusement pour votre présence.